Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Richard de 16. Bonjour Corentin. Alors vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles, vous êtes auteur du livre Le Rond de Serviette est-il de droite aux éditions aussi La Nouvelle Librairie et vous nous présentez comme tous les vendredis le dernier Valeurs Actuelles, le village qui dit non aux migrants. Et oui, donc on revient dans un gros dossier sur Calac, donc qui dit non aux migrants, ce qui est une très bonne chose, et non pas de dire non aux migrants par principe, mais de le dire comme Calac l'a dit. Oui. Ce qui est intéressant dans le dossier, c'est que bien sûr ils reviennent sur l'affaire de Calac, c'est-à-dire vraiment ils expliquent comment est-ce que quelqu'un a eu cette idée, donc les fondateurs de Bonpoint et leur fondation, comment est-ce que les socialistes, non pas à la tête du village, mais à la tête du département, étaient absolument ravis à l'idée de faire la chose, comment est-ce que tout le monde s'est révolté, et ils expliquent surtout, ce qui est important, comment est-ce que l'association Ville-Thaïs est toujours active et compte avoir d'autres projets dans d'autres villes. Ils expliquent aussi comment à Cuers, donc dans le sud-est, se passe l'installation de très nombreux migrants, puisque donc Toulon a détruit ses barres d'immeubles et l'intégralité des migrants se sont retrouvés à Cuers. Et enfin, ils expliquent comment est-ce que Saint-Brévin-les-Pins est en train de rentrer en résistance contre un projet, là aussi, de centre d'accueil des migrants intelligemment installé à l'intérieur de l'enceinte d'une école maternelle. Et donc, c'est un vrai dossier sur comment, à bas bruit, le pouvoir, évidemment relayé par les gens de bien, à tout point de vue, c'est-à-dire ceux qui ont de la thune et ceux qui ont des idées prétendument bonnes, sont en train de vouloir répandre les migrants ailleurs que dans les villes, puisque dans les villes, ça dérange les bobos, donc on s'est dit, tiens, on n'a qu'à les envoyer chez les ruraux. Ça les dérangera peut-être tout autant, mais on en parlera moins. À Calac, qui est un village où on voulait remplacer 25% de la population. On voulait augmenter la population de 25% en y collant voilà, des dizaines et des dizaines de familles, et en expliquant qu'on allait revitaliser le village, comme le disaient les gens de Calac, mais à tant faire qu'à donner de l'argent pour nous revitaliser, vous pouvez le revitaliser sans nous filer les migrants, quoi. Et donc il y avait pas de... Ceux qui sont vraiment excités à l'idée de revitaliser la France peuvent le faire sans y envoyer des Guinéens, quoi. Voilà. Et donc, il y a aussi quelque chose sur l'ISNAR. Alors, il y a quelque chose sur l'ISNAR, mais nous, on n'en parlera pas parce que tout le monde en parle, même le Figaro Magazine. Il y a un très bon dossier, il y a un très bon article sur Excelia et qui permet de revenir sur toutes les trahisons industrielles de ce gouvernement et des précédents, puisque Excelia est une entreprise technologique dont les composants servent à faire le Rafale. Et évidemment, c'est en train de passer aux mains des Américains. Une de plus. Et bien sûr, évidemment, l'État français est strictement incapable de faire quoi que ce soit. Et Xavier Niel, dont on nous dit en permanence qu'il est un mec génial, passe sa vie à investir dans de l'agriculture 3.0 plutôt que d'investir dans l'industrie. Donc il serait peut-être temps un jour d'arrêter de nous présenter ce milliardaire-là comme un mec génial. Bon, c'est pas exactement dans l'article, mais je vous recommande ces 4 pages sur Excelia, non seulement parce qu'ils font le point sur un scandale de plus, mais ils permettent de remettre en perspective tout ce qui s'est passé auparavant. Donc vraiment un bon article, mais quels articles ne sont pas bons à l'intérieur. Une petite chronique délicieuse de Jean-Luc Génère sur une pièce d'après Nicolas Bouvier, L'usage du monde, donc c'est un écrivain voyageur, et c'est Samuel Labarthe qui se met en scène dans un seul en scène, et il raconte en fait le livre de Nicolas Bouvier. Non seulement Samuel Labarthe est un bon acteur, non seulement Nicolas Bouvier est un bon acteur, mais Jean-Luc Génère est un excellent critique de théâtre. D'ailleurs, Radio Courtoisie vient de lui offrir une tribune, donc ce serait vraiment dommage que vous vous priviez du plaisir de le lire, puisque vous pouvez aussi l'entendre. Voilà. Très bonne critique. Et enfin, on terminera par la chronique de Ferrand, français de lignage, où il explique qu'il n'a pas une goutte de sang étranger dans les veines, et il en fait la théorie, non pas pour expliquer qu'il s'en gargarise et se sent supérieur aux autres, mais pour expliquer que ça lui crée quelques devoirs. Voilà, vraiment, Franck Ferrand, lui aussi, écrit très bien, écrit facilement, écrit des textes qui sont à la fois simples et profonds. C'est comme d'habitude, un bon numéro, voilà, entre l'invasion migratoire programmée par Paris pour inonder les campagnes, l'abandon tragique de notre industrie et les bonnes plumes. Voilà, pourquoi ne pas lire Le village qui dit non aux migrants, le numéro 4496 de Valeurs Actuelles.
Et il y a aussi dans la rubrique culture, évidemment, des chroniques. Mais pas dans ce numéro-ci, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors que j'inonde Laurent Dandrieux d'excellents textes. Écoutez, lisez-le quand même, mais il y aura 2 chroniques la prochaine fois. Et vous nous parlez donc de 2 BD, Hitler doit mourir, de Thomas Oswald et de Philippe Chapelle aux éditions Le Rocher, et La Compagnie Rouge aux éditions Delcourt. Alors, vous voulez commencer par lequel ? On va commencer par Hitler, qui doit mourir, et qui d'ailleurs, scoop, il est mort. Mais okay. pas à ce moment-là. Donc, Hitler doit mourir est en fait une petite bande dessinée bien sèche publié aux éditions du Rocher sur le complot de Klaus Schenk et Graf von Stauffenberg. Donc non, Klaus Schenk contre von Stauffenberg, et donc la manière dont des officiers allemands décident de buter Hitler parce qu'il fait trop de mal à l'Allemagne. Le livre est parfois bien animé avec de bonnes séances d'action. Évidemment, ce sont surtout des discussions. Il y a un avant-propos un peu long, plutôt il y a un prologue un peu long où on retrace la carrière de Stauffenberg, qui est un officier extrêmement courageux, valeureux, un patriote, et qui quand même, au moment où Hitler arrive au pouvoir, commence à trouver que les nazis sont quand même un peu dérangés, et disons que la déclaration de la guerre 1939-1945 et la poursuite de la guerre lui confirment ses intuitions, comme quoi les nazis sont en fait de dangereux malades qui ne répugne à aucun crime odieux. Bon, il a par ailleurs épousé quelqu'un qui visiblement est de confession juive, donc ce qui ne l'enthousiasme pas par rapport au sort qui est réservé aux juifs. Le général en question, oui. En fait, j'avoue, on parle de plusieurs Stauffenberg, donc j'ai cru comprendre que c'était la femme du général. D'accord. Parce que lui est catholique, c'est ça ? Lui est catholique, oui. C'est l'aristocratie catholique allemande. Voilà, exactement. Et donc il a épousé une jeune femme. Tout ce qu'il y a de bien, qui s'appelle Mélita, si je ne m'abuse. J'avoue que j'ai été tellement absorbé par le fait de regarder les chars en train de bombarder, et surtout j'ai trouvé plus palpitant, si j'ose dire, le montage des différents attentats, parce qu'évidemment il y a plusieurs attentats qui ratent, comme le dit le livre, il y a un diable gardien pour Hitler, et donc à chaque fois il se retrouve avec un détonateur qui gèle en altitude alors qu'il s'apprêtait à flinguer l'avion qui transportait le Führer. Ensuite, donc là, ils réussissent enfin à poser une mallette pleine d'explosifs dans la salle où le Führer est en train d'avoir un conseil de guerre, mais comme la mallette est placée derrière un pied en chêne d'une table allemande, eh bien le chêne allemand ne ment pas à sa réputation, et donc ça protège le Führer. Donc l'opération Valkyrie échoue. Disons que c'est au moins aussi amusant que le film et aussi palpitant que le film avec Tom Cruise, et que c'est quand même beaucoup plus sérieux puisque ça permet aussi de jeter plusieurs noms qui sont autant d'engagement pour le lecteur à aller creuser les différentes histoires qu'on nous raconte, et ces petits noms qui parsèment le livre sont autant d'histoires riches, comme par exemple cette jeune femme qui faisait traverser à la nage le lac de Genève à des juifs qui voulaient s'évader, et donc elle les emmenait avec des ceintures, des bouées de sauvetage et des ceintures en liège, traverser 5 bornes d'eau, et on se dit tiens, mais ça c'est un destin qu'il faut absolument que je découvre. Voilà, vraiment une bonne bande dessinée, et qui se termine avec un petit dossier sur la réalité de Stauffenberg, de sa famille, de ses descendants, et donc une BD intelligente, historique, et qui montre que les catholiques, en fait, quand il s'agit de répondre présent à l'appel du pays, le font, et quand il s'agit de répondre présent à l'appel de Dieu, le font aussi. Voilà. Oui, donc défendre l'Allemagne, mais tuer les nazis. Voilà. C'est une bonne chose. Contrairement à la propagande, qui nous explique que les nazis ont applaudi Hitler, ce qui, entre Brenninger, Sorgue, etc., et l'ensemble des catholiques qui se retrouvent en camp de concentration, on peut considérer que c'est légèrement abusif. Mais voilà. Oui. Alors la deuxième BD est moins historique. Elle est nettement moins historique puisque c'est une bande dessinée de science-fiction. C'est aussi une bande dessinée qui raconte la guerre, sauf que c'est une guerre imaginaire. La Compagnie Rouge est une magnifique bande dessinée de bourrin. J'ai adoré cette bande dessinée. Voilà, on n'y apprend rigoureusement rien. Mais en revanche, les combats aériens sont absolument géniaux. Les engins spatiaux sont remarquables. Les robots font évidemment plaisir à voir, et surtout permettent de renvoyer aux oubliettes tous les petits robots Star Wars mignons, puisque donc là on est avec des robots destructeurs particulièrement néfastes, y compris ceux qui sont en forme de Bumblebee, et donc
C'est une bande dessinée très amusante puisque il pose le principe que dorénavant, dans la galaxie entière, il n'y a plus que des multinationales qui se font la guerre pour capturer des planètes qui ont des ressources minières ou agricoles intéressantes. Et donc, comme le monde entier est évidemment aux ordres de ces multinationales, on n'y a même pas l'existence d'un quelconque gouvernement mondial, d'un quelconque chef galactique, d'un empereur. On n'est pas du tout chez Isaac Asimov ou Robert Heinlein. Donc, l'humanité vit et elle a délégué à des compagnies de mercenaires, dont la Compagnie Rouge, le soin de faire la guerre avec donc ce sont des armées privées avec donc des équipages, des robots téléguidés, commandés à distance, et ce qu'il se faut de bagarres spatiales, d'intrigues de palais, de trahison. Et vraiment, le dessin est remarquable. Les couleurs sont magnifiques. L'auteur, qui s'appelle Ponzio, a une technique très spéciale. Il photographie chaque personnage et ensuite replace la personne qu'il a photographiée à l'intérieur de la case et redessine, si j'ose dire, le visage photographié. Il y a un aspect... comment dire, Oui. de dessin assisté par ordinateur tout à fait intéressant. Ça donne une qualité à l'image, avec en plus ce traitement des couleurs par ordinateur réellement réussi, et de magnifiques engins spatiaux qui sont des rêves de petits garçons. Il y a un côté homérique, puisque donc, qu'est-ce qui se passe ? La Compagnie Rouge, de trahison en trahison, se retrouve obligée de fuir à travers la galaxie. Et là, c'est véritablement l'Odyssée. On voit bien ce vaisseau avec son équipage s'efforce de rejoindre un port et un havre de paix. Et il a à sa poursuite et à chaque étape, donc au lieu de tomber sur Charybde, Scylla, les sirènes et Polyphème, le cyclope, il tombe sur des vilains derrière chaque astéroïde. Et on a véritablement le voyage d'Ulysse revu et corrigé par la bande dessinée contemporaine. Avec quand même, vous l'avez senti, ce petit côté amusant de pointer du doigt la manière dont les multinationales font leurs affaires et de pointer du doigt l'inertie des populations, la nécessité d'un récit héroïque et l'importance de l'histoire. Voilà, à travers les noms grecs qui parsèment comment s'appelle l'album. À un moment donné, la bande de Ruffian s'écrit Thalassa, Thalassa, comme des Grecs en train de découvrir la mer. Donc on est vraiment le sous-texte homérique est particulièrement présent, mais voilà, revu et corrigé par l'intelligence artificielle qui dirige les vaisseaux, les clones féroces qui se ruent au combat, les lasers et une certaine grossièreté bienvenue, parce que voilà, après tout, on est en train de nous présenter une bande de mercenaires qui ont l'habitude d'aller se faire trouer la panse aux quatre coins de la galaxie, et bizarrement, ils ne parlent pas un langage châtié. Voilà, ils parlent le langage de ceux qui risquent de mourir d'une décharge de blaster assez rapidement. Et il y a un jeune garçon qui s'appelle Robinson, enfin non, qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Flint Robinson Robin. Oui, Flint donc, Robinson Robin. Flint Robinson Robin. Et l'album commence par « C'était au temps de la moisson, à la veille du 16e anniversaire de Flint Robinson Robin, que la guerre s'abattit sur Anthiopos V. Ce fut le plus beau cadeau d'anniversaire dont il pouvait rêver. » Et ouais, parce que, évidemment, Flint est sur une planète agricole et a l'idée, en fait, de récolter du blé avec à l'aide de robots téléguidés toute sa vie. Il en conçoit une légère amertume, même si son père est aubergiste. Mais là aussi, à l'idée de servir de la bière en permanence, ça n'a pas l'air de l'enthousiasmer. Alors que... comme tous les garçons, il est passionné par les histoires de mercenaires. Et voilà que les mercenaires débarquent chez lui. Il s'embarque sur le vaisseau en montant sur son âge. On le nomme archiviste. Et donc, il va être le fil rouge qui guide le lecteur à travers cet univers. Puisque, évidemment, en tant que jeune innocent, il pose des questions. Innocent est son surnom à l'intérieur de la compagnie. Il pose des questions et peu à peu, on lui dévoile les réponses. Voilà. Mais on fait de la bonne science-fiction en France, tout de même. C'est remarquable. Voilà, alors, c'est publié chez Delcourt. Delcourt a une tradition de science-fiction qui maintenant remonte à plusieurs dizaines d'années, grâce notamment à un bonhomme qui s'appelle Fred Blanchard et qui a lancé la plupart des collections de chez Delcourt et aussi donc ces ouvrages qui n'appartiennent pas à une collection précise. Et Fred Blanchard fait des
est absolument passionné par tout ce qui est uchronie, dystopie, science-fiction. C'est lui qui est à l'origine du Jour J, où on réinvente en fait ce qui aurait pu se passer. C'est lui aussi, et qui d'ailleurs avait lancé une collection en 3 albums où Ponzio était au dessin, où il s'agissait de raconter la Lune rouge, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si la Lune était tombée aux mains des communistes, si c'était eux qui avaient réussi en fait la conquête spatiale, et comment est-ce que la Lune devient une espèce de compagnie pénitentiaire de goulag sélénite, et comment est-ce qu'ils essayent de conquérir leur indépendance, ce qui d'ailleurs était presque une espèce de reprise de Robert Heinlein, qui avait écrit un magnifique roman dans les années 50 justement sur cette idée de la Lune compagnie pénitentiaire. À l'époque, c'était pas les bolcheviks qui possédaient la chose, mais c'était les Nations Unies qui avaient décidé d'y expatrier tous les malfrats. Et deux BD complètement différentes, hein. Hitler doit mourir de Thomas Oswald et aux éditions Le Rocher, et La Compagnie Rouge donc aux éditions Delcourt. J'avais une question, vous qui êtes de droite, je ne sais pas si vous avez vu, l'horloge de l'apocalypse, vous savez ce que c'est ? Oui, c'est estime que l'heure de la fin du monde a été avancée à minuit moins 90 secondes. Donc quand on a 90 secondes et qu'on est de droite et que c'est la fin de l'humanité, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à faire ce qu'on était en train de faire. Voilà. D'accord. Vous continuerez à faire une chronique, oui, BD. Voilà. Si là on me disait que dans 90 secondes l'humanité meurt, on termine cette conversation, parce que d'une part il y a quand même peu de chances qu'on arrive à sauver l'humanité en 68 secondes maintenant. C'est vrai. le temps file. Le temps file à toute allure, Corentin. Et parce que voilà, il faut être à chaque fois entièrement à ce qu'on fait. Je crois que c'est Saint-Charles Borromée, si je ne m'abuse, à qui on avait posé la même question. Bon, moi j'avais Saint-Louis de Gonzague. Mais Saint-Louis de Gonzague, j'en suis. Voilà, il y avait des petits garçons, et alors quand j'avais lu la vie de ce saint, et donc j'étais un peu plus âgé que lui, et je me suis dit mais nom d'un chien, c'est ce que j'aurais dû répondre, et j'en ai conçu un amer dépit pendant plusieurs années. Merci de me permettre de faire la réponse de Borromée au Gonzague. Ouais, voilà. C'est ça, on lui avait demandé, il jouait au foot, on lui a dit si demain c'est la fin du monde, qu'est-ce que vous feriez ? Et donc chacun disait moi je vais prier, moi je vais aller à l'église, et lui il dit je continuerai à jouer au foot, et ça l'a pas empêché d'être un saint. Donc, dans une bande dessinée, il y en a un qui dit je me suicide. Et l'autre lui répond tu fais chier de vouloir toujours être en avance sur tout le monde. Bon, en tout cas, nous, on continuera à faire des chroniques BD. Et écoutez, merci beaucoup Richard de Sèze pour ces éclaircissements de comment être de droite. On rappelle le titre de votre livre, Le Rond de Serviette, est-il de droite, aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Richard de Sèze. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.